Passion. Authenticité. Excellence. Transmission. Mettons plus de vie dans nos vies. Connecté Nature, le podcast de Truffaut. Je suis Jérôme Pitorin et je vais chaque fois, en compagnie d'experts et de passionnés, vous proposer d'enrichir vos connaissances du monde végétal, entre autres, avec de nombreux conseils et astuces, dans une quête de bien-être, le tout arrosé de bonne humeur. Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette saison 2. Aujourd'hui, je serai en compagnie d'Hélène Falise pour parler de sa reconversion professionnelle, du village potager qu'elle a créé en 2018 avec son mari Étienne et du formidable impact social et environnemental de leur projet. Bonjour Hélène. Bonjour. Bienvenue, merci d'être venue jusqu'à nous et jusqu'à notre studio. C'est une première pour toi ? Oui, c'est vrai, c'est une première pour moi. Bon, je te rassure, ça fait pas mal. Alors, je te présente brièvement. Tu es chef d'entreprise, exploitante maraîchère bio. Et votre histoire avec ton époux est celui d'une famille de cadres parisiens qui a changé de vie en créant le Village Potager, une entreprise de l'économie sociale et solidaire, à Saint-Pierre-les-Nemours, environ 1 heure au sud de Paris, en bordure de la forêt de Fontainebleau. C'est bien ça ? C'est ça. C'est un cadre plutôt sympathique, je pense. Hein. C'est un lieu exceptionnel. Alors, ma première question est rituelle, et c'est la même pour chacune de mes invités. Raconte-moi, Hélène, quel est ton premier souvenir, ta première émotion liée au végétal ? Je crois que ce sont des balades en forêt. Je me souviens être toute petite, et tous les ans, on allait faire des balades en forêt au moment des mûres, et on passait l'après-midi à récolter des mûres. Et c'était devenu un rituel dans la famille avec tous mes frères et sœurs. D'accord, donc déjà, il y avait le fruit, déjà il y avait la gastronomie. Il y avait la gourmandise. La gourmandise en tout cas. Et puis il y avait cet endroit un peu sauvage, Ouais. un peu au milieu des arbres, au milieu de la forêt, c'était assez magique. Donc c'est associé aussi à la nature au sens sauvage justement, hein. Oui, C'est important et aussi aux odeurs, de la forêt, qui D'accord. m'ont toujours beaucoup marqué. Oui. C'est une forêt de quoi ? Tu te souviens quel type d'arbre il y avait ? Je me souviens Non. plus. Je me C'était souviens. où tu as dit ? C'était en province, c'était près de Chalon-sur-Saône. Ok, d'accord. Bon, pas très loin de Nemours, en fait. Pas très loin. Pas très loin de Nemours. Alors, comme évoqué tout à l'heure, vous avez décidé il y a 5 ans de changer de métier avec ton époux, mais aussi changer de vie, en vous reconvertissant dans un tout autre domaine et en créant ce village potager. Alors déjà, de quoi s'agit-il ? Comment tout a commencé ? Quel était l'objectif de cette nouvelle aventure ? De quelle façon ont-ils acquis ces nouveaux savoir-faire ? Leur projet rime-t-il aujourd'hui avec succès ? Voilà le menu du jour et on va parler de tout ça ensemble. Et avant de parler de cet incroyable parcours, je voudrais que tu nous expliques qu'est-ce que ce village potager ? Qu'est-ce que ça veut dire, cette dénomination village potager ? Alors le village potager, c'est un lieu dédié à la transition écologique et à l'impact social. Donc notre cœur de métier, c'est le maraîchage bio. On cultive 160 variétés de légumes sur 12 hectares. C'est énorme. Donc on est vraiment une grosse ferme en termes de taille, oui. Et on voulait aussi avoir un lieu, au-delà de l'agriculture, sur lequel on puisse faire de la pédagogie et partager nos valeurs autour de la transition sociale, autour de la transition environnementale. Et donc, on a aussi un village, d'où le nom du village potager, où on accueille avec un grand gîte et on accueille des particuliers dans nos gîtes à la ferme et aussi des entreprises pour des séminaires d'entreprises au vert. D'accord, donc beaucoup de choses très variées. Et en même temps, vous accueillez aussi beaucoup de personnes en formation, si j'ai cru comprendre. Donc c'est un lieu d'apprentissage, un lieu de découverte et de pédagogie, et un lieu de partage aussi alors. Oui, alors dès le départ, on voulait avoir un impact social. Donc on a été agréé assez vite entreprise insertion. Donc, on a un tiers de nos effectifs qui sont des personnes en insertion qui découvrent le métier du maraîcher, qui découvrent la terre et qu'on va accompagner pendant plusieurs mois pour les former. Et puis, on essaye, dès que l'occasion se présente, d'ouvrir les portes. On organise beaucoup de portes ouvertes pour transmettre, expliquer ce que c'est que l'agriculture durable, expliquer le travail de maraîchage. Et donc, on organise souvent des portes ouvertes, on accueille des écoles, on accueille des curieux qui veulent découvrir tout ça. Et des clients aussi qui viennent acheter votre production, quand même. Bien sûr, des clients évidemment. qui viennent à la boutique, à la ferme. Évidemment. Raconte-moi pourquoi vous avez souhaité quitter vos très bonnes situations de cadre sup, en fait, à Paris, vous étiez, pour vous lancer dans un tel projet. Qu'est-ce qui a été le déclic ? Alors, au départ, on voulait créer une entreprise qui ait de l'impact.
sans trop savoir ce qu'on voulait faire, mais on voulait être utile, on voulait avoir une entreprise sociale et solidaire. C'était les années 2015, c'était un peu le début de l'économie sociale et solidaire. On s'est intéressé à tout ça et on avait deux envies. Étienne, mon mari, il était intéressé par le côté social, donc créer une entreprise qui crée de l'emploi. Et moi, c'était vraiment le côté environnemental qui m'intéressait. Et donc, on a eu l'opportunité, en fait, de découvrir l'agriculture un peu par hasard lors d'un grand voyage qu'on a fait aux Philippines. Ça s'invente pas. Et on a découvert l'agriculture et on s'est rendu compte à ce moment-là de l'impact extraordinaire que ce métier avait sur les gens, sur l'environnement, l'impact pour un territoire. Et on s'est dit, bingo, on va faire ça. D'accord, mais c'est très ambitieux parce que je crois vous n'étiez pas du tout dans ces domaines-là. Qu'est-ce que vous faisiez concrètement ? Alors non, on n'était pas du tout dans ces domaines-là. Étienne, il était industriel, il dirigeait un groupe verrier. Et moi, j'étais directrice marketing d'une filiale de la SNCF. D'accord. Donc rien à voir. On était, je pense, quand même tous les deux rapprochés par la nature et par cette envie de créer ensemble une entreprise. On avait déjà créé une entreprise ensemble il y a quelques années, donc on savait que ça fonctionnait. D'accord, vous pouviez travailler ensemble. C'était ça la chose aussi importante à savoir. C'est vrai. Quelles convictions ont animé et motivé votre nouveau choix de vie finalement ? Alors, dès le départ, en choisissant le maraîchage, évidemment, l'agriculture biologique, vu qu'on voulait avoir un impact environnemental, c'était évident pour nous. Mais on voulait aller plus loin et notamment développer une agriculture durable. Donc, s'appuyer beaucoup sur l'agroécologie, voilà, qui est liée à la permaculture. Donc, l'agroécologie, pour nous, ça se déploie sur deux piliers au sein du village potager. Le premier pilier, c'est la biodiversité. Donc, on encourage la biodiversité. On a planté des fleurs, on a planté des arbres. Vraiment tout ce qu'on peut faire pour notamment nourrir les insectes et faire en sorte que ces insectes, qui sont des insectes auxiliaires, protègent nos cultures. On le fait. D'accord. Et pour le coup, on est dans un environnement extraordinaire parce qu'on est entouré par la forêt. Et le deuxième pilier, c'est la vie du sol. Et ça, c'est vraiment fascinant. Le sol vivant, à quel point un sol vivant peut protéger les cultures, faire en sorte que les légumes se développent avec peu de maladies. Et donc, pour favoriser cette vie du sol, il faut mettre en œuvre des pratiques agricoles, il faut nourrir le sol, il faut éviter de le travailler. Et ça, c'est vraiment très innovant. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire petit à petit au sein de nos pratiques. Alors bon, on pense évidemment, par exemple, au ver de terre, qui est un acteur. On a eu un podcast dédié à cet animal fantastique. Une fois l'idée identifiée et que le projet était en cours d'élaboration, il a fallu apprendre un nouveau métier pour vous, acquérir de nouvelles compétences. Comment ça s'est passé, ça ? Alors, on a passé déjà tous les deux nos diplômes agricoles, donc c'était très sympa de retourner un peu à l'école après toutes ces années de vie active. On a beaucoup lu aussi, on a beaucoup rencontré des gens qui savent, des experts de ces sujets-là. Et puis aussi, on s'est bien entouré. Dès le départ, on n'est pas parti tout seul. L'objectif, c'était un objectif aussi social de création d'emplois. Donc, on avait construit l'entreprise avec des embauches. Et donc, on s'est entouré des bonnes personnes avec des compétences complémentaires. Ok, donc la compétence, le choix de vie, le projet et le lieu, parce que ce lieu Parlement, ça ne doit pas être simple de trouver un lieu qui réponde à tous vos critères de départ, en fait. C'est assez difficile de trouver effectivement un lieu, notamment en Île-de-France. Et on voulait rester en Île-de-France pour des raisons familiales. On a cherché pendant plusieurs mois et puis on est tombé un peu par hasard sur cet ancien centre équestre qui était au cœur de la forêt de Fontainebleau et qui cochait vraiment à toutes les cases, à la fois des prairies, donc on a pu être certifié bio dès la première année parce que c'était pas cultivé avant. Cette forêt un peu sauvage, préservée de la forêt de Fontainebleau qui apporte ce lot de biodiversité incroyable. Et puis cette ferme, une vieille ferme du XVIIIe siècle, voilà, pour qui ça a été un peu le coup de cœur, très authentique, très typique, avec des arbres absolument incroyables. Et donc ça, c'est sur une surface de combien d'hectares, en fait ? Alors, le domaine fait 40 hectares en tout, Waouh. Donc 15 hectares de bois, et donc 25 hectares de prairies, enfin d'anciennes prairies, et chaque année, on met en culture ces prairies. Donc en 2022, on va cultiver 12 hectares en plein champ et 7500 mètres carrés de serre.
Ah oui, c'est qu'en plus vous avez les serres évidemment pour pouvoir travailler en toute saison, ça va de soi. Hem, Comment a été l'accueil du monde agricole, des ruraux à l'égard de votre projet et de votre cursus aussi? Alors je pense qu'au début, ils ont été un peu étonnés. Je pense qu'on avait une petite étiquette de Parisiens qui débarquent à la campagne. On a mis un peu de temps avant d'aller voir nos voisins, Mmh. et parce qu'on savait pas trop comment on allait être accueillis. Et puis finalement, on a été incroyablement surpris par l'accueil qu'on nous a fait, et notamment par l'accueil qu'on nous a fait des autres maraîchers bio et des autres agriculteurs bio, qui nous ont tout de suite dit, mais en fait, on n'est pas du tout concurrents. Dans le bio, il faut montrer que les gens sont solidaires, qu'on a des valeurs. Donc voilà. Donc tous ces gens-là sont devenus des vrais amis, et puis on s'échange les bons plans. On n'hésite pas à parler des autres aussi à nos clients. Donc ils ont pu vous conseiller sur ce qu'on cultivait dans la région, ça a dû être aussi une étape importante parce que vous avez sans doute recruté des gens pour vous entourer, mais est-ce que ces gens venaient de cette région-là? C'est toujours difficile de savoir ce qu'on peut cultiver dans un lieu. Oui, alors il y a beaucoup d'entraide, effectivement, notamment dans le monde des maraîchers bio. Enfin, en tout cas, dans nos voisins. Donc, on n'hésite pas à ça, quand on a besoin d'un matériel qu'on n'a pas, on sait que le copain l'a, ou d'un conseil parce qu'il s'est passé quelque chose chez nous, on veut savoir si ça s'est passé exact aussi chez les autres. Ça, c'est assez enthousiasmant. Alors, dans l'univers de l'agriculture durable, vous avez été donc, tu me disais, mieux accueillis, enfin, en tout cas très bien accueillis, aussi bien que par peut-être l'agriculture conventionnelle aux alentours. Est-ce que c'est compliqué de se sentir légitime? À partir de quel moment on se dit, tiens, bon là, je pense que j'ai fait mes preuves? Je pense qu'il nous a fallu quand même plusieurs mois. En tout cas, peut-être 1 an ou 2. Ouais. Moi, j'ai eu beaucoup de mal la première année en 2018, quand on a planté nos légumes. On attend qu'ils poussent, et puis on sait pas bien s'ils vont être bons ou pas. Donc là, il y a eu quelques moments d'angoisse. Et puis, au bout de 4 mois, les premiers légumes étaient là, ils étaient bons, et on s'est dit, waouh, ça c'est super, ça marche. Et c'est des moments assez magiques. Alors, je vais faire un jeu de mots, mais je ne pouvais pas passer à côté pour ceux qui me connaissent. Donc, quand la famille Falise pose ses valises dans la longère du 18e, est-ce qu'elle a connaissance et notion de la quantité de légumes et de variété de légumes? Parce que je sais que tu as été très surprise par notamment le nom de variété de carottes. Raconte-moi un peu l'anecdote. Alors, en fait, quand on a démarré, donc il fallait acheter des semences, et donc on a récupéré les catalogues des semenciers bio. Et c'est vrai que j'ai été étonnée. Moi, je me souviens très précisément de devoir choisir des graines de carottes et d'arriver à la page de carottes et de tourner les pages et des pages et des pages. Et il y avait 10 pages de carottes. Et je me suis dit, zut, mais comment je vais faire pour choisir? Et il y avait des tailles différentes, des couleurs différentes, des saveurs différentes. Et c'est vraiment incroyable, cette diversité infinie des légumes qui existent dans la nature. Oui, parce que je pense que le commun des mortels comme moi, on n'en connaît que 2, 3 peut-être. On parle des carottes, j'entends. Hein, oui, alors qu'il y en a beaucoup plus. L'offre dans les circuits classiques est vraiment très pauvre, alors qu'en fait, on pourrait vraiment se faire plaisir avec tout le temps, tous les jours, des légumes différents. Qu'est-ce que tu as appris de plus, en fait, à partir du moment où tu avais étudié ce métier, que tu avais découvert donc les infinies possibilités de chaque variété? Est-ce que tu étais surprise aussi, le fait de faire du bio, de découvrir aussi quelque chose de gustatif, de différent, en fait? Alors, sans aucun doute, ça c'est sûr que les légumes bio, alors bio, et surtout les légumes qui sont, je dirais, cultivés avec amour, avec du temps, avec des pratiques agricoles respectueuses, ça n'a rien à voir. Et c'est tellement différent. Moi, j'ai été surprise plusieurs fois à la boutique, à la vente à la ferme. J'ai des clients qui sont venus me voir en me disant, mais Hélène, enfin des vrais légumes. J'ai été très étonnée de cette appellation de vrais légumes. Et je me souviens notamment d'une cliente qui m'avait dit, mais Hélène, vous vous rendez pas compte, c'est bon, mais ça me fait aussi du bien à la tête. Et je pense que quand on achète des vrais légumes, quand on sait comment ils ont été cultivés, quand on connaît aussi la difficulté du métier, eh ben, on les savoure plus. Et puis peut-être que derrière ça, il se passe plein de choses. On prend aussi, il y a plus de convivialité pendant les repas. Peut-être qu'on prend plus son temps. Et ça va au-delà de juste se nourrir. Alors, est-ce que tu crois qu'il n'y a pas un facteur aussi psychologique qu'on a tous de se dire, j'ai acheté un bon produit, il faut que je prenne le temps de le savourer comme il se doit, non? Il y a ça aussi, hein? Bien sûr, ouais. Bien sûr, ça fait partie de ce qu'on achète, et c'est ça qui est magique. Est-ce que toi, auparavant, tu étais déjà consommatrice du bio? Alors, un petit peu.
mais j'y suis mis progressivement, en fait. Pas quand j'avais pas quand j'avais 20 ans, mais petit à petit, j'ai pris conscience aussi des questions environnementales et du coup, ça m'a sensibilisée à acheter de plus en plus de bio, mais pas que d'ailleurs. Au-delà du bio, de manger de saison, d'acheter des produits non transformés, peut-être de passer un petit peu plus de temps à cuisiner. Tout ça, de manger un petit peu moins de viande aussi. Oui. Tout ça fait un tout le repas, il a pris une autre dimension quand on le partage en famille. Aujourd'hui, votre équipe est composée de combien de personnes au quotidien travaillent sur l'exploitation? On est 23. Oh, c'est énorme. 23 personnes, 15 maraîchers, 15 personnes dans les champs, et puis le reste entre l'intendance pour les gîtes et les séminaires, et puis les équipes administratives. Ça doit être une vraie fierté pour vous, parce que c'était aussi ça le projet. Pas faire du bio, c'est une chose, mais embaucher et avoir 15 postes comme ça de maraîchers, c'est... Oui, embaucher et former aussi, parce qu'il y a une partie de nos équipes qui arrivent, qui ne connaissent pas le maraîchage. Donc, on passe beaucoup de temps pour leur expliquer, leur montrer, vraiment les former et de voir, au bout d'une saison, 2 saisons, ils deviennent autonomes, ils ont vraiment acquis des compétences, acquis un nouveau métier. Et puis après, ils pourront soit s'installer, soit aller travailler ailleurs. C'est très valorisant, oui. Et alors, est-ce que vous avez, vous, de votre côté, toujours aussi cette soif de découvrir, d'apprendre, ou est-ce qu'on a le temps de se pencher vers quelque chose de nouveau pour renouveler des choses, ou est-ce que vous êtes pris dans un rythme qui est tellement dense que ça vous laisse pas le temps de ça? Alors, ça en tout cas. Le maraîchage, il faut des années pour vraiment l'apprendre. On est tout le temps en train d'apprendre. Nous évidemment, mais aussi nos maraîchers expérimentés, ils continuent encore d'apprendre. Quand on fait 160 variétés de légumes, il peut se passer plein de choses. Tous les ans, il y a les climats aussi différents, avec des printemps plutôt bons ou des printemps plutôt pourris, ou etc. Donc, on est tout le temps en train d'apprendre. Alors, est-ce que... qui sont vos clients? Parce que 160 variétés sur plus de 10 hectares, à un moment donné, il faut quand même vendre cette marchandise, cette bonne marchandise. Qui sont les personnes qui vous achètent ça? Donc, nous, on travaille principalement en circuit court et en vente directe. Donc, évidemment, la vente à la ferme. Mais, donc ça, c'est vraiment la vente directe. En circuit court, on a les AMAP. Donc, on distribue nos légumes dans 9 AMAP. Principalement Paris Sud et Première Couronne Sud et Est. Donc ça représente presque 60% de nos débouchés. Et après, on a des débouchés un petit peu plus longs avec des coopératives et des distributeurs. Ok. Et là, on est en train de développer tout ce qui est restauration collective, parce qu'il y a aussi un gros enjeu de mieux nourrir nos enfants. Exactement. Et de mettre plus de bio dans nos cantines. Exactement, oui. Voilà, donc on est en train de travailler avec notamment la restauration collective vraiment ultra locale du Sud Seine-et-Marne, pour voir comment on pourrait mieux travailler ensemble. Voilà, la difficulté reste toujours le côté économique, puisque le bio reste quand même un peu plus cher que le conventionnel. C'est normal, il y a plus de travail, il y a plus de contraintes aussi. Comment vous allez réussir à démocratiser ça, par exemple, pour les collectivités notamment? Comment vous allez arriver à les convaincre de mettre un peu plus cher? Comment ça se passe? Alors déjà, on est aidé par la loi Egalim qui démarre vraiment cette année au 1er janvier 2022. Je pense qu'il y a beaucoup de... Nous, on a rencontré... Enfin, il y a beaucoup de demandes. Les gens ont vraiment envie d'aller là-bas, donc on travaille avec eux sur comment on peut ajuster effectivement le prix, qui est un paramètre important pour les cantines. Et puis le côté logistique aussi, parce que notre deuxième métier, c'est la logistique. Il faut produire les légumes, mais après, il faut les livrer. C'est du frais, c'est de l'ultra frais. C'est vrai qu'une salade qui est récoltée le matin, si elle peut être le soir dans l'assiette, c'est super. Voilà, donc comment on optimise les tournées pour pouvoir gérer nos contraintes et les leurs. Alors, je reviens toujours sur ces 160 produits, ce qui me paraît, moi, énorme. Je ne sais pas si je connais 160 légumes, j'ai jamais fait le compte. Quels sont les légumes, notamment, que tu produis, qu'on connaît moins? Alors, déjà, on fait beaucoup d'aromates. Moi-même, j'ai découvert plein d'aromates que je ne connaissais pas. Par exemple, on fait du thym citron et du thym orange. Mais je sais qu'il y a d'autres encore, plein de variétés de thym qui existent. On fait de l'hélicryse,
L'hélicryse. de l'hélicryse. Ça ressemble à quoi? Alors, ça s'appelle aussi l'herbe à curry parce que ça a un petit goût de curry. Ah, d'accord. Donc dans les aromates, c'est aussi c'est très divers. Mais même au sein d'un légume qu'on connaît, en fait, une tomate ou une courge par exemple, il y a plein de variétés différentes et on peut se faire plaisir avec des formes, des couleurs, des saveurs. Évidemment, on parlait des carottes tout à l'heure, on pense qu'à la carotte orange, alors qu'il y en a quasiment de toutes les couleurs, des très sombres, des violettes, des presque noires, des blanches, des jaunes. Est-ce que ça a été une découverte pour toi, quelque chose que tu veux mettre en avant aussi dans ta production? Oui, parce qu'on peut on peut vraiment se faire plaisir. Moi, je compare ça avec, on est un pays de fromage, et il y a une diversité infinie de fromages, et on adore d'avoir un beau plateau de fromage avec des fromages fermiers, des fromages de toutes les régions. Ben, c'est pareil avec les légumes, en fait. On pourrait faire des plats, 1000 plats différents avec des légumes différents. Et pas se contenter d'un seul petit fromage industriel, éventuellement. Voilà. Exactement. C'est ce qu'on a souvent comme produit à l'achat. Est-ce que, au regard de votre parcours, toi et Étienne, vous retirez une vraie fierté d'avoir su relever ce défi qui était quand même quelque chose d'ambitieux? Avec le recul, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous avez accompli? Je suis pas sûre qu'on s'en rende encore compte. Déjà, ça reste assez récent, ça fait 5 ans. C'est vrai qu'on a grandi très vite. Il y a encore beaucoup de choses à faire, que ce soit pour consolider les entreprises, consolider les pratiques agricoles. Donc on est encore sur ce chemin. Nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir encore plus d'impact et notamment encore avoir plus d'occasions de parler de nos valeurs environnementales et sociales. Voilà, donc on est en train, par exemple, de dédier des lieux au sein du village potager pour encore plus sensibiliser les gens qui y passent, donc avec des bibliothèques, des panneaux, des choses comme ça. D'accord, donc toujours plein d'idées, de nouvelles idées. D'ailleurs, quels sont les projets en cours ou les projets à venir, des choses que vous souhaitez faire à moyen terme ou à long terme? Alors, à moyen terme, il y a de nouvelles serres. Parce qu'on s'aperçoit, si on veut à la fois produire l'hiver, avoir des primeurs, il nous faut plus de surface couverte. Donc ça, c'est un projet qui va être construit à la fin de l'année. Et puis, ce projet autour de la sensibilisation, maintenant qu'on a plein de choses à montrer, et peut-être que le Covid est derrière nous, voilà, on voudrait vraiment pouvoir accueillir plus de monde et mieux sensibiliser, à la fois sur les pratiques agricoles et plus largement sur le changement climatique, qui est l'enjeu. Qui est l'enjeu final. Oui. L'enjeu à court terme. Quels sont les écueils et les difficultés que vous avez rencontrés? Parce que là, c'est vrai qu'on met en avant tout ce qui a été réussi, mais j'imagine, moi, à t'écouter, j'ai envie de me dire, tiens, demain, je vais faire ce qu'elle fait, ça a l'air facile. Et non, c'est pas le cas, j'imagine. Hein, on est d'accord? Alors, c'est un métier qui est très complet et qui est très difficile. Déjà, il faut avoir de solides compétences agronomiques. Il faut être observateur. Il faut avoir un peu d'intuition. Et puis, c'est un travail aussi qui est physique, par tous les temps. Les difficultés, c'est beaucoup des difficultés concernant les aléas. C'est vrai que Étienne et moi, on est de culture ingénieure, donc où les mêmes choses produisent les mêmes effets. C'est ça. Et donc là, ça marche pas du tout comme ça. Les mêmes choses d'une année sur l'autre, on a l'impression de faire la même chose et on n'a pas du tout le même résultat parce que notamment la météo a pas été pareille. Donc ça, c'est quelque chose qui est très déroutant pour nous. Et donc, ça demande beaucoup de flexibilité, beaucoup d'adaptation pour réussir les légumes. Alors, dernière question qui va un peu dans le sens de la précédente. Quel conseil tu donnerais à celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient suivre vos traces et se lancer dans un projet comme le vôtre? Alors, à différentes échelles, j'imagine, mais en tout cas, voilà, changer de vie et se lancer dans le maraîchage comme ça, parce que ça fait vraiment envie à t'écouter. Je pense que la première chose, c'est d'expérimenter. C'est vraiment d'aller sur des fermes et d'expérimenter le métier. Souvent, on rencontre des gens qui ont une vision très bucolique du métier, qui s'imaginent le maraîcher avec son petit panier qui va récolter 3 courgettes et 2 carottes. Alors qu'en fait, c'est pas ça. C'est pas 3 courgettes et 2 carottes. C'est 3 tonnes de courgettes et 2 tonnes de carottes. Et c'est vraiment pas la même chose. Voilà. Donc, il faut expérimenter pendant plusieurs semaines, peut-être pendant plusieurs saisons, pour bien appréhender le métier. Après, il faut se former, ça, c'est une évidence. Et puis, il faut préparer son projet parce que se lancer en maraîchage, il faut être prêt, il faut de l'eau, il faut un terrain, il faut s'assurer que le terrain est viable, il faut
aussi des investissements, parce qu'il faut des serres, peut-être une chambre froide, peut-être un camion de livraison. Enfin, voilà, tout ça se prépare de manière assez pointilleuse. Bien. Écoute, je te remercie. On va finir avec le petit portrait chinois traditionnel depuis cette saison 2. Si tu étais un légume, lequel serais-tu ? Alors, j'adore l'ail frais. C'est super dans une petite sauce ou pour agrémenter un plat. C'est un petit peu piquant, mais pas trop. Donc, ça va dans la catégorie légumes, ça ? Oui, c'est un légume ou condiment. Condiment, d'accord. Allez, ça marche. Je valide. Une saveur, tu serais quelle saveur ? Alors, j'aime bien le sucré-salé. J'aime bien le mélange, en fait. Quel outil tu serais, celui qui t'accompagne au jardin notamment, celui que tu préfères ? Alors, on essaie d'avoir très peu d'outils et de peu travailler notre sol. Donc, mes outils, ce seraient mes mains. D'accord, c'est déjà un bel outil. Oui. Voilà, mais ça s'entretient tout autant. Et dernière petite question, ta saison préférée au jardin, laquelle tu aimes le plus ? Ah, c'est le printemps. Ouais. Le printemps, le renouveau, là on entend les oiseaux qui chantent de nouveau, plein d'odeurs, et puis la nature éclot de toutes parts, c'est assez magique. Bon, bah écoute, je te remercie, merci beaucoup de ton témoignage, de tes conseils. Félicitations à toi et à Étienne d'ailleurs, et à toute l'équipe du Village Potager pour votre inspirante réussite. Voilà, merci à toi. Merci. Et merci à vous de nous avoir écoutés, et à très vite pour un nouvel épisode de Connecté Nature. Notre podcast se termine déjà, mais restons connectés à la nature. Tous nos épisodes sont disponibles sur les principales plateformes d'écoute et sur notre site truffaut.com. Je vous dis à très vite pour cultiver ensemble notre jardin et notre esprit.